au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40. Barbares, monstres, brutes. Ces barbares, ils font des sacrifices humains. Les deux Romains en plus. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Chez tous les peuples, la peur des autres s'est toujours entremêlée dans des proportions inégales, avec une curiosité pour leurs différences, avec une fascination en face de leur étrangeté, avec parfois une sympathie pour ceux que l'exil a déracinés. Notre actualité, grosse d'incertitudes sur le sort des Syriens et des Africains que la guerre ou la faim jette sur les rives de l'Europe, est destinée à exaspérer ces sentiments et à exalter les passions du rejet. À telle enseigne que beaucoup de nos concitoyens sont portés à refouler au-delà de nos frontières les hommes et les femmes qui, nourris d'un patriotisme différent et alourdis de malheur, prétendent à rejoindre notre sol et notre façon de vivre. Par quoi l'on est conduit tout droit dans l'esprit de cette émission à s'intéresser à ces peuples que la Grèce et la Rome antique ont fustigés comme barbares. Ceux-là qui ont fini qu'à un cas, pour une part, à se fondre entre guerre et paix dans un univers qui leur était apparu d'abord comme hostile et qui s'était protégé longtemps contre eux par des fossés et par des murs. Mon invité, Bruno Dumézil, maître de conférence à l'université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, a été récemment l'instigateur et l'organisateur d'un magnifique dictionnaire intitulé tout simplement « Les barbares », auquel sa propre science a beaucoup contribué. Ces barbares, qui ne sont tels que sous le regard porté d'en face, n'ont pas fini de hanter nos inquiétudes et éventuellement nos mauvaises consciences. Ils sont surchargés, aujourd'hui comme hier, de clichés et de stéréotypes, lesquels, même lorsqu'ils sont infondés, ne manquent jamais de se faire à leur tour de puissants moteurs de l'histoire. Bruno Dumézil, bonjour. Bonjour. Vous connaissiez cette chanson de Georges Brassens, La Ballade des gens qui sont nés quelque part, une chanson de 1972 ? Ah bah oui, c'est la grande époque du courant libertaire et aussi le moment où on essaie de se définir ou de ne pas se définir comme étant né d'ici, né d'ailleurs. Les étrangers, tous plus ou moins barbares, dit Brassens. Il a choisi son camp, Georges Brassens. Ah, il a choisi son camp, mais il y a d'autres périodes à la même époque qui peuvent choisir d'autres camps. Pensez à Hergé et toutes les insultes du capitaine Haddock. Visigoths, Ostrogoths, Vandales, c'est aussi une façon de se définir par rapport aux autres, par rapport aux barbares. Bachi Bouzouk, ce sont les Turcs qui viennent martyriser les Bulgares. Ben oui, on essaie de donner des listes de peuples que l'on n'est pas, parce qu'on est ici et les autres sont ailleurs. On est en 1972. La chanson montre bien que les barbares se définissent toujours sous le regard de l'autre. C'est une donnée que nous allons voir, je pense, comme permanente. Le barbare se voit, il doit être différent, généralement par des caractéristiques physiques bien nettes, notamment la pilosité, le poil barbare s'identifie. Ah, le poil, nous en parlons, car les relations entre le poil et la politique à travers les âges, c'est un magnifique sujet. Oui, et puis le barbare s'entend aussi, il faut qu'il parle différemment, c'est ça l'étymologie, barbare, celui qu'on comprend pas, et puis il sent différemment aussi, il y a une odeur barbare. Donc si vous sentez l'huile d'olive, si vous sentez le beurre ou si vous sentez l'ail, vous appartenez à des civilisations différentes. On est dans un monde du bruit et de l'odeur dès les origines de la barbarie. D'ailleurs, on nous a appris que Attila, le chef des Huns, on nous a appris cela dans nos petits manuels Lavis, avait des cheveux pommadés de vieux beurre. Oui, les barbares sont des gens malodorants aux yeux des Romains. En effet, ils s'enduisent les cheveux de lotions fabriquées, soit avec des produits laitiers, soit avec des produits cosmétiques qui viennent du nord de l'Europe, alors que tous les Grecs, tous les Romains s'enduisent le corps d'huile d'olive, et ça sent bon.
Donc les relations entre les sexes, le rapport au corps, les choix alimentaires, l'existence aussi, l'exercice de la violence légitime, la notion de propriété. Tous les sens en fait sont sollicités, comme vous le dites, l'oreille, l'odorat. Le barbare a un autre physique parce qu'il constitue un autre moral. Oui, et puis il faut qu'il ait un autre physique pour qu'on puisse le montrer, parce que beaucoup de civilisations n'ont pas de barbares sous les yeux. Il faut le montrer à la population pour expliquer les dépenses militaires, pour expliquer l'unification politique, pour expliquer la mise en place d'une conscription. Donc chaque civilisation trouve des codes graphiques qui permettent d'afficher le barbare sur des arcs de triomphe, sur des tours, sur des colonnes, pensons aux grandes colonnes à Rome. Le barbare, c'est un être qui est présent au centre, parce qu'on veut justement qu'il soit à la marge. Et on le verra à travers toutes les civilisations, y compris dans des civilisations qui sont lointaines. L'Extrême-Orient aussi a le souci, l'envie, le besoin de montrer constamment le barbare. Le pouvoir du shogun au Japon ne se justifie que parce qu'il est le vainqueur des barbares, le défenseur de l'Empire contre les menaces du Nord. Menaces du Nord de plus en plus rares, mais comme le shogun a besoin de légitimité, eh bien il y aura toujours des barbares. On en trouvera bien à montrer. Nous avons vu depuis quelques années, Bruno Dumézil, cette formule, les barbares, reprendre une présence majeure. Depuis quelques années, on peut même dire depuis plus d'un siècle. En fait, depuis la Première Guerre mondiale, le barbare revient à la mode. Parce que les Allemands de la fin du 19e siècle se prétendaient être les descendants des Germains, eh bien, les Anglais, les Français ont dit, ben oui, pas de doute, ce sont bien les descendants des Germains, parce que les Germains étaient des barbares. Et l'appellation pour traiter un Allemand pendant la Première Guerre mondiale, quand on est en Angleterre, c'est un « Hun ». Nous, on parle de Boche, mais c'est un « Hun ». Et on va utiliser tous ces barbares du très lointain au Moyen-Âge pour désigner des réalités très contemporaines. Ce qu'ils font, ce sont des barbaries. Et le terme de barbarie, à partir des années 1914-1916, va se diffuser dans la presse pour désigner les crimes de guerre commis par les Allemands. Puis après, tous les crimes commis un peu partout. Mais revenons, si vous le voulez bien, revenons aux origines, au moment où les borborigmes prêtés aux barbares, expliquent la formulation même, le terme, le mot, c'est-à-dire à l'époque des Grecs, il y a un modèle ethnographique grec. Les Grecs inventent beaucoup de choses, l'histoire, la géographie et aussi l'ethnographie. Au 5e siècle avant notre ère, l'époque qui est à la fois brillante et difficile pour la Grèce, l'époque des guerres médiques, l'époque où les cités grecques pour la première fois s'unissent pour lutter contre un adversaire commun qui est la Perse, eh bien on invente l'ethnographie pour justifier effectivement qu'on ait besoin de s'unir. Parce que les points communs entre Sparte, Athènes ou Thèbes ne sont pas évidents. Il y a besoin de définir un être grec. Et comme il est toujours difficile de trouver un point commun entre les gens, généralement, on trouve un ennemi commun, ce qui permet de trouver une unité. Ce sont les Perses ? Ce sont les Perses que l'on va appeler barbares. Parce que les Perses sont en fait très divisés, il y a énormément d'ethnies différentes dans l'Empire perse, elles n'ont qu'un seul point commun, c'est de ne pas parler grec. Donc ce sont des gens qui font barbares, on va les appeler les barbares, et dire que parce qu'ils parlent différemment, ils sont nécessairement différents. Nous parlons d'ethnographie, le grand maître, le premier grand ethnographe au fond de l'histoire, c'est Hérodote, le grand Hérodote qui raconte son temps et qui nous offre tout un foisonnement de réflexion et d'observation sur des peuples dits barbares, avec un mélange de curiosité et d'incompréhension. Il faut que nous l'entendions, Bruno Dumézil. Alors je vous propose un extrait parmi beaucoup d'autres, un extrait d'Hérodote, ce qu'il dit sur les traces. C'est une lecture extraite des Chemins de la connaissance de Jacques Lacarrière, grand connaisseur de la Grèce, de Jacques Lacarrière sur France Culture, le 17 juin 1981. Les Thraces sont, d'après les Indiens, le peuple le plus important de la Terre. Quand un enfant naît chez les Troses, toute la famille s'assied autour du nouveau-né et commence à gémir sur les malheurs qui l'attendent et qui sont le lot inévitable des hommes. Mais lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre dans la liesse générale. N'est-il pas désormais délivré du fardeau de la vie et en possession d'une absolue béatitude ? Les peuples situés au-delà des Crestoniens ont des coutumes tout aussi singulières. Chaque fois qu'un homme meurt, toutes ces femmes, car ces peuples sont polygames, commencent à se disputer pour savoir quelle est celle qu'ils préféraient. Tout le monde participe avec ardeur à la discussion, et celle qui est désignée en fin de compte, toute fière de ce choix, est égorgée sur la tombe au milieu des félicitations générales. Elle seule a le droit d'être enterrée aux côtés de son mari. Les autres femmes en éprouvent une terrible humiliation, car cet échec est pour chacune un véritable affront. D'autres Thraces ont l'habitude de vendre leurs enfants à l'étranger comme esclaves.
de laisser à leurs filles toute liberté de coucher avec qui elles veulent, mais par contre, de surveiller jalousement leurs femmes. Il faut dire qu'ils les achètent très cher aux beaux-parents. Le tatouage est chez eux une marque d'extrême distinction, et n'être pas tatoué classe tout de suite son homme. Le travail y est mal vu. Vivre, pour les Thraces, consiste à ne rien faire, à profiter de la guerre et de ses pillages. C'était Hérodote, Bruno Dumézil. Et oui, et c'est la description des barbares qui va être fixée par une tradition grecque qui va durer pratiquement 2000 ans. Tout le monde va découvrir ce qu'ont pu être les peuples barbares à travers les seuls textes que nous possédons. Il faut bien voir que, au-delà de la frontière du monde grec puis du monde romain, on ne connaît pas l'écrit, ou pratiquement pas. Et donc, nous reconstituons ce qu'ont pu être ces peuples, notamment les Thraces, à travers les récits de voyageurs qui nous racontent des choses plus ou moins crédibles. Parce que plus Hérodote s'éloigne des frontières de la Grèce, et plus Hérodote nous dit qu'il y a des peuples étranges. Dans le Grand Nord, il y a des hommes qui ne possèdent qu'un seul œil. Et un peu plus loin encore, il y a des griffons monstrueux qui ont des mines d'or. Et des sortes de nains se battent contre les griffons pour avoir de l'or. Avec des oreilles immenses, souvent, et des corps déformés, étranges. Et on comprend ici la pensée grecque. Plus on s'éloigne de la Grèce, plus on se rapproche de l'animalité. Donc il y a en fait différents degrés dans la barbarie. L'animalité, c'est très important dans le regard des peuples décivilisés sur les barbares, toujours. Alors le problème sera bien entendu de définir comment on peut devenir barbare, comment on peut devenir civilisé. À la même époque qu'Hérodote, quelqu'un trouve l'explication, c'est Hippocrate, le père de la médecine, qui explique que les climats ont une influence sur le développement humain. Plus vous vivez dans un climat tempéré, avec des alternances de saisons très modérées, comme en Grèce par exemple, et plus vous êtes civilisé. C'est déjà Montesquieu. Bah oui, vous avez le climat méditerranéen qui prête à la sagesse. Et à la mollesse. À la mollesse, non, pas forcément, parce que la mollesse, il faut avoir très chaud. Donc les Égyptiens sont mous, effectivement. Je pense effectivement aux pays tropicaux. Alors oui, ça va être utilisé ensuite jusqu'aux années 20, aux années 30, pour justifier le colonialisme, en expliquant que, ma foi, quand il fait trop chaud, on est trop mou. Et au nord, au nord, c'est mieux. Au nord, c'est mieux parce que Hippocrate explique que le sang est concentré dans l'organisme, concentré dans les muscles. Vous êtes beaucoup plus fort. Vous êtes beaucoup plus fécond si vous êtes une femme. Donc la Scandinavie est une terre où il y a énormément d'enfants, comme on le sait encore aujourd'hui. Par contre, évidemment, vous avez moins de sang dans le cerveau, donc vous êtes un peu plus bête. Donc l'idéal est de vivre en Grèce, éventuellement un petit peu plus au sud ou un petit peu plus au nord. Plus loin, eh bien, il y a les barbares, et encore plus loin, bien entendu, il y a les monstres à la frontière de l'animalité. C'est toujours mieux chez soi. Toujours mieux chez soi, comme le disait Brassens. Nous avons évoqué ici la Grèce, qui a été fondamentale dans la définition des barbares avec leur borboring, barbare. Mais il est intéressant de marquer la différence avec Rome, qui est à la fois l'héritière de la Grèce à cet égard comme à d'autres, et qui se définit aussi différemment. La Grèce, c'est plutôt fermeture, on peut dire ça de façon schématique, et Rome, d'entrée de jeu, plus ouverte à la différence. Le mythe fondateur de Rome, c'est l'enlèvement des Sabines, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y avait pas assez de personnes à Rome pour créer une cité, et donc on ait enlevé les femmes des autres pour essayer de fonder une cité un petit peu plus grande. Donc l'ouverture existe dès les débuts de la pensée romaine. Et puis il y a Énée qui arrive, nous dit Virgile, depuis Troie. Alors oui, ça c'est un peu plus tard, lorsque les Romains se sentent un peu barbares quand même par rapport aux Grecs. Et ils ont conscience d'avoir un petit manque de culture, mais ils vont s'inventer des origines prestigieuses. Donc être les héritiers des héros de la guerre du Troie, bon bien entendu du camp opposé aux Grecs, mais enfin des origines très prestigieuses, ça permet quand même de montrer qu'on est aussi civilisé. Ça permet d'être reçu aux Jeux Olympiques aussi. Jusqu'au IIIe siècle avant notre ère, les Romains ne peuvent pas aller aux Jeux Olympiques. La honte. Donc il faut quand même trouver des cadres qui permettent d'expliquer qu'on est vraiment civilisé. Et en même temps, Rome va se construire une identité qui est une identité juridique. Vous êtes romain parce que vous avez la citoyenneté romaine. Dès qu'on vous la donne, vous franchissez complètement le saut qui fait passer de la barbarie à la civilisation. En Grèce, le critère est plutôt culturel, il devient juridique à Rome. Voilà, en Grèce, c'est très très difficile de devenir grec. Vous le faites sur plusieurs générations, l'octroi de la citoyenneté est exceptionnel. À Rome, ça ne pose aucun problème. Des chefs italiques, puis des chefs gaulois, puis des chefs germains vont recevoir la citoyenneté, longtemps avant la conquête. On oublie de le dire, mais les Gaulois avaient déjà une élite qui était romaine avant la conquête. Aujourd'hui encore, vous avez ce débat permanent entre l'octroi de la citoyenneté large ou la réduction au maximum et la construction de la frontière, soit comme un mur, soit comme une frontière poreuse. L'opposition entre droit du sol et droit du sang aurait pu signifier quelque chose pour vos Romains antiques ? Oui, et avec les mêmes débats. On voit qu'au Sénat, on discute très souvent de savoir
Si on va donner la citoyenneté, largement, la réduire. Et en fait, la solution, généralement, c'est de la donner. Parce que la donner permet à l'Empire romain de croître. Vous avez plus de soldats, plus de contribuables, plus d'alliés, plus de soutien. Et on se rend compte que la conquête de la Gaule est faite avant tout grâce à cette capacité d'ouverture de Rome qui fait que les élites ont compris longtemps avant Jules César qu'il y avait une possibilité de rejoindre Rome et de rejoindre Rome au plus haut niveau. À tel point que dès l'époque de l'empereur Claude, on va trouver des sénateurs gaulois. Des Gaulois auront part au gouvernement de Rome. Quelques dizaines d'années plus tôt, qu'est-ce que nous dit Cicéron? Cicéron, c'est un bon avocat. Il est capable de tout dire. C'est-à-dire que quand il a besoin de dire du bien des barbares, il le dira. Il a des copains druides, donc il va discuter avec ces gens-là, il est capable de s'ouvrir, de découvrir leur culture. Et en même temps, quand il va essayer de défendre un gouverneur corrompu qui a écrasé fiscalement les barbares... Parleriez-vous de Vérès? Alors là, je ne parle pas de Vérès, je parle des gouverneurs de Narbonnaise, des gouverneurs de Gaule. Oui, car Cicéron a été capable aussi de défendre les gouverneurs corrompus et de se battre contre les gouverneurs corrompus. Là encore, c'est un maître de rhétorique. Selon les besoins, il peut dire du bien des élites romaines ou du mal des élites romaines. Les barbares, c'est la même chose chez Cicéron. Une autre archive un peu ultérieure à celle d'Hérodote, c'est un extrait du voyage de Pythéas, qui est un explorateur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui va du côté de ce que nous appelons la Scandinavie, en bateau. C'est un texte lu par Pierre Blanchard dans l'Analyse spectrale de l'Occident de Pierre Cypriot, le 29 novembre 1958. Le roi et la reine du pays d'Escane nous ont tous reçus dans une longue maison de bois où 2 foyers brûlent jour et nuit sur des dalles au-dessous des ouvertures du toit. Toutes sortes de poissons nous ont été offerts, bouillis, crus, fumés ou séchés, rôtis à même la braise. Les servantes les arrosent dans nos plats en bois avec de la crème de lait. La viande d'un animal qui ressemble à notre cerf nous fut aussi présentée sur un grand plateau rond en bois clair. Ce peuple boit l'hydromel pur, non mélangé à la décoction d'orge, comme chez les Bretons. Naturellement, j'ai offert du vin. J'ai fait apporter une amphore de chaque sorte de vin que nous avons à bord de l'Artémis. Ces barbares n'en avaient jamais vu ni bu. Ils ont tous été ivres rapidement et nous ont offert un spectacle de lutte guerrière qui nous a fait frémir. Les plus jeunes d'entre eux, sous les yeux même des femmes et des enfants, ont lutté l'épée nue, protégés seulement du bouclier de bois qu'ils accrochent habituellement sur les flancs de leur nef. Le roi les obligea à mettre un casque de cuir. En peu de temps, certains d'entre eux se couchèrent sanglants sur le sol. Le Cos me dit alors que ceux qui mouraient en combattant gagnaient le séjour des bienheureux. On les enterrerait dans une nef, sous un grand tombeau de pierre et de terre, et ils s'en iraient voguer vers le monde des morts, de l'autre côté de la terre, et ils rejoindraient les héros qui ne sont jamais revenus de leur voyage vers la demeure du soleil. Ces paroles me troublèrent plus que le spectacle de la bataille et la vue du sang, car je pensais que certains parmi les plus valeureux de ces barbares s'étaient risqués sur l'océan à la découverte de mondes inconnus, avec une foi peut-être encore plus grande que la mienne. Enfin, le combat cessa. On soigna les blessés et les jeunes filles se disputèrent cet honneur. Qu'arriverait-il si ces peuples guerriers et courageux partaient à la conquête du monde habité? Saurions-nous opposer à leur vaillance un courage suffisant? Ou nous faudrait-il alors traiter avec eux? On voit, Bruno Dumézil, déjà l'inquiétude. Serons-nous assez courageux pour résister? Faudra-t-il traiter avec eux? C'est la suite de l'histoire qui commence de s'esquisser. C'est une réflexion très ambiguë. Ça veut dire que les barbares ont aussi des qualités. Qualité militaire, mais parfois qualité morale. Une certaine vertu barbare existe, et Pythéas, mais également les moralistes romains, vont être fascinés par les vertus des peuples du Nord. Ça se mêle toujours à des descriptions souvent épouvantables. Un extrait de la guerre des Gaules de Jules César à propos de notre cher Vercingétorix. À l'activité la plus grande, il joint une sévérité extrême dans l'exercice du commandement. La rigueur des châtiments rallie ceux qui hésitent. Pour une faute grave, c'est la mort par le feu, et par toutes sortes de supplices. Pour une faute légère, il fait couper les oreilles au coupable, ou lui crever un œil, et il le renvoie chez lui, afin qu'il serve d'exemple, et que la sévérité du châtiment frappe les autres de terreur. Fin de citation. Eh oui, le barbare, c'est l'excès.
Mais chez Jules César, montrer la cruauté de Vercingétorix, c'est une façon de montrer aussi sa propre clémence. D'expliquer aux élites gauloises que, ma foi, il a fait la guerre, c'est vrai, mais une fois la guerre terminée, il sera miséricordieux et tout le monde aura la vie sauve. C'est l'idée de la maîtrise de soi qui était déjà forte chez les Grecs. Les barbares ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Non, les barbares sont caractérisés par l'excès. Excès dans le courage, excès dans la peur, excès dans la fuite aussi. Le barbare n'est pas capable de se contrôler. Excès dans les émotions. Le romain, par contre, est tenu par un idéal, ce qu'on appelle la gravitas, c'est-à-dire la maîtrise de soi en toutes circonstances, ce que l'on va trouver encore dans le code de la gendarmerie nationale française, où on explique que les gendarmes français doivent être maîtres d'eux en toutes circonstances. Eh bien, je vous remercie pour cette concordance des temps qui est éclatante. Cette manière qu'ont eu les moralistes romains de se placer du point de vue de l'autre, un peu comme Montesquieu avec les Persans, et d'en tirer des enseignements pour un meilleur comportement de la civilisation romaine elle-même. Sénèque, Tacite, disons autour du 1er siècle de notre ère, on voit un certain nombre de Romains inquiets par la grandeur de Rome. Pas inquiets par la décadence, mais par une grandeur qui pousse à la débauche. Et Tacite, vers l'ensemble de notre ère, on va dire que les Germains sont des gens extraordinaires. Ils ignorent la consommation du vin, ils ne fréquentent que très peu les femmes, et puis surtout, ils ne pratiquent pas l'économie avec de l'argent. L'argent, le sexe, c'est tout le mal que Rome exprime ici. Et donc, en définissant ce que les barbares évitent, eh bien, on définit ce que l'on devrait nous-mêmes éviter. On voit d'ailleurs le même Tacite que vous évoquez dans la vie d'Agricola. Agricola, c'est son beau-père qui a conquis la Bretagne, la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, et qui imagine un discours, c'était la mode dans ses écrits, d'imaginer des discours avant la bataille, un discours de Galgacos, qui est chef de la révolte calédonienne, on est en 84 après Jésus-Christ, où on trouve la plus célèbre diatribe anti-romaine. Le monde entier est leur proie, dit Galgacos. Ces Romains qui veulent tout ne trouvent plus de terre à ruiner. Alors c'est la mer qu'ils fouillent. Riches, leur ennemi déchaîne leur cupidité. Pauvres, il subit leur tyrannie. L'Orient, pas plus que l'Occident, n'a calmé leurs appétits. Ils sont les seuls au monde qui convoitent avec la même passion les terres d'abondance et d'indigence, enlevées, égorgées, pillées, c'est dans leur faux langage, gouverner. Et où ils ont fait un désert, ils disent qu'ils ont donné la paix. Tacite, Agricola. Oui, Tacite, ici, écrit pour les Romains ce que les Romains ne veulent pas entendre. Alors ce que l'on ne peut pas dire, on le place dans la bouche de ses ennemis. Et là, la parole d'un Calédonien, c'est-à-dire d'un Écossais, est parfaitement légitime. C'est un discours avant la bataille, comme on en fait toujours. Et ça permet ici à Tacite de faire œuvre de moraliste. Il faut être prudent, le discours de Galgatos va être utilisé par tous les nationalismes écossais jusqu'à nos jours comme une preuve de l'intrépidité de tous les Écossais et de leur amour de la liberté. Jamais Galgatos, si jamais il a existé, n'a prononcé de telles paroles. C'est Tacite, ici, s'adressant simplement à des auditeurs romains. Mais du bon usage des barbares chez quelqu'un qui veut faire la morale à ses compatriotes. Le barbare, parce qu'il est à l'extérieur, devient le support idéologique le plus commode, le plus pratique. Et ça va être aussi ce que va faire Montesquieu. À partir du moment où on parle des Persans, on ne critique pas le roi. Et à partir du moment où on parle du barbare, on peut aussi tout dire. Alors, il faut que nous en arrivions à cette grande question historique. L'angoisse des Romains en face des barbares, souvent, a-t-elle été rétrospectivement légitimée par leur invasion? C'est la grande question débattue depuis des siècles de la fin de l'Empire romain. Il y a eu une force péplum sur ce sujet. J'en ai choisi un, le fameux film de Anthony Mann, 1964, La chute de l'Empire romain, dont voici un extrait. C'est un sénateur qui s'élève avec virulence contre l'idée de donner la citoyenneté à des barbares. Sénateur de Rome, avez-vous entendu ce qui vous a été proposé? Caius Metellus Livius a demandé que nous, Sénat romain, nous accordions à des barbares, à des sauvages, la qualité de citoyens romains et des terres romaines. Que nous traitions ces égorgeurs nomades comme des frères et des égaux. Et que ferons-nous à l'égard des autres provinces? De la Gaule, si loyale envers nous, de la Syrie, de l'Égypte qui nous ravitaille en grains,
Si nous faisons des Romains de ces barbares, pourrons-nous refuser cette faveur aux autres peuples? Que deviendra le prestige inestimable attaché à la qualité de citoyen romain? Cela ne serait plus qu'un mot, une faveur banale, qu'on distribue comme du pain. Je dis non! Nous sommes des Romains, des guerriers. Purgeons nos esprits du poison de cette idée. Crucifions les chefs, vendons les autres comme esclaves, et qu'ils apprennent une fois pour toutes ce qu'il en coûte de se dresser contre Rome. Rappelons-nous que derrière ces barbares, il y en a des milliers d'autres, dont les hordes guettent une défaillance de notre part pour nous anéantir. Si nous acceptons ces barbares parmi nous, nos ennemis se hâteront de proclamer que nous sommes faibles. Alors ils fondront sur nous de toutes parts, et ce sera la fin de l'Empire romain. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Voilà Bruno Dumézil qui est bien envoyé. Est-ce que vous pensez que, rétrospectivement, on peut dire que cette harangue sonne juste? En tout cas, elle aurait pu sonner juste, effectivement, au 2e, 3e siècle de notre ère. On a un certain nombre de Romains qui sont très hostiles à l'intégration des barbares. Paradoxalement, au même moment, l'armée romaine embauche en masse des barbares, parce qu'il y a eu une crise démographique à Rome, parce qu'on a beaucoup plus de mal à trouver des légionnaires. On fait venir des barbares jugés plus compétents, plus loyaux, plus efficaces, moins chers, à tel point qu'au IVe siècle, plus de la moitié de l'armée dite romaine est étrangère. Ce sont des mercenaires barbares qui assurent le salut de Rome, la défense des frontières, contre d'autres barbares de l'étranger, jugés moins romanisés, moins assimilables, ou tout simplement pas salariés par l'Empire. C'est déjà la légion étrangère d'un côté, et puis des travailleurs immigrés moins chers que nous avons connus, et qui d'ailleurs préoccupent ceux qui, du coup, vont être menacés par des salaires plus bas. Avec des mêmes réactions, des réactions épidermiques, identitaires. À la fin du IVe siècle, on a une loi qui est passée à Rome pour interdire le port des vêtements barbares à l'intérieur de l'enceinte de la ville de Rome. Donc une sorte de loi sur le voile avant l'heure, d'une certaine façon. Et paradoxalement, celui qui fait passer cette loi s'appelle Stylicon, et c'est un fils d'émigré vandale. Généralissime de l'empereur Honorius, il ordonne d'interdire de porter les vêtements barbares à l'intérieur de Rome. On a connu à toutes les époques des immigrés récents qui souhaitent fermer le portillon derrière eux à d'autres immigrés potentiels. Fermer le portillon, je sais pas. Disons que Rome n'a jamais véritablement fermé sa frontière. Il y a une sorte d'opposition entre la rhétorique qui fait que d'un côté il y a le monde romain, et notamment à partir de 212 de notre ère, où tous les gens à l'intérieur du monde romain ont la citoyenneté, et ceux de l'extérieur qui sont dans le barbaricum. Cette rhétorique qui s'appuie aussi sur une ligne fortifiée, sur un mur qui sépare les deux mondes, et on sait à travers l'histoire l'importance du mur. Et cette rhétorique, elle s'oppose aux réalités, c'est-à-dire des embauches régulières, permanentes, à travers tous les siècles, de très nombreux barbares à tous les niveaux de la société. À tel point que quand on fouille un poste frontière dans le désert libyen, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des papiers d'identité des 2e, 3e siècles, parce que tous les immigrés font viser leurs papiers, leur permis de séjour, leur permis de travail, et on a ici une réalité qui est constante à travers les temps. Et dans le même temps, on voit des comportements qui annoncent ce que sera notre œuvre coloniale. Je pense par exemple à Tacite, toujours dans Agricola, qui explique que son beau-père faisait instruire dans les arts libéraux les fils des chefs. Si bien qu'après avoir naguère dédaigné la langue de Rome, ceux-ci se passionnaient pour son éloquence. On en vint même à priser notre costume et souvent à porter la toge. La toge peut-être pas, mais le latin oui. Indiscutablement, tous les chefs qu'on appelle germains parlent latin, à tel point qu'ils ne parlent sans doute plus beaucoup les langues germaniques au IVe siècle. On a un roi des Visigoths qui est capable de réciter d'une traite toute l'Énéide de Virgile. Et puis, lorsque ces rois vont prendre le pouvoir dans les provinces, pensons à Clovis, pensons à Alaric, pensons aux Burgondes, ils vont rédiger toutes leurs lois en latin, parce que c'est la seule langue de l'administration qu'ils connaissent. Et on possède aujourd'hui encore la bague du père de Clovis, avec une très belle inscription latine, parce que le premier roi des Francs dont on ait la trace est quelqu'un de totalement latinophone et totalement romanisé. Sans forcer le trait, on ne peut que penser à l'Afrique noire colonisée par la France au XIXe et au XXe siècle. Effectivement, et avec le même genre de jeu, c'est-à-dire entre des élites qui vont accepter la langue de l'occupant, mais ici c'est pas véritablement des occupants, disons de l'employeur, et puis des élites qui par contre vont faire le choix de le refuser. Le marqueur est alors très fort. Et on a encore une fois certains rois des Visigoths qui parlent parfaitement le latin,
qui, lorsqu'un ambassadeur romain arrive, disent « Je comprends pas un mot, excusez-moi, faites venir mon interprète ». Ce qui lui permet au roi généralement de réfléchir un petit peu. Et lorsqu'il se met en colère, il devance l'interprète parce qu'il comprend parfaitement la langue de l'ambassadeur. Symboliquement, la langue est essentielle, le costume va être essentiel, la religion également. On a un certain nombre de rois barbares qui vont garder une religion identitaire parce que ça permet de se distinguer de Rome. Et inversement, d'autres rois qui vont se convertir à la religion de l'Empire romain, c'est-à-dire au christianisme à partir du IVe siècle, pour montrer leur totale assimilation. Malheureusement pour eux, la plupart de ces chefs barbares se convertissent à la religion de l'empereur du moment. Au IVe siècle, les empereurs romains sont dits ariens, donc une hérésie chrétienne, et tout... A-R-I-E-N-S, pas A-R-I-E-N-S, pas confondre avec les ariens prêtres. Non, ils sont ariens parce qu'ils suivent les doctrines d'un certain Arius, prêtre d'Alexandrie. Et donc tous nos barbares vont devenir hérétiques, mais pas volontairement, ils se sont convertis à la religion du mauvais empereur romain d'une certaine façon. Ils vont rester hérétiques pendant quelques siècles. Donc à vous entendre, on ne peut que remettre en cause, on peut faire justice de ce qu'on nous apprenait dans nos manuels, c'est-à-dire l'arrivée des invasions barbares avec des flèches qui montraient qu'ils arrivaient de partout et qui venaient envahir l'Empire romain. Dans le cas de Gibbon, le grand historien anglais, l'idée était que l'Empire avait été miné de l'intérieur par le fait qu'il avait adopté le christianisme. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette invasion supposée des barbares ? Alors, que se passe-t-il au IVe, Ve siècle? Si vous écoutez les cartographes actuels, il faut mettre des flèches sur les cartes. Effectivement, une carte, c'est très bien quand on voit des mouvements. Mais qu'est-ce que ça représente, une flèche? Est-ce que c'est des peuples? On a des doutes, il n'y a pas des peuples de plusieurs centaines de milliers d'individus qui se déplacent. Est-ce que ce sont des petits groupes, des petites tribus? Ça, sans doute. Est-ce que ce sont des groupes militaires, c'est-à-dire des milliers d'hommes, mais sans femmes et sans enfants, c'est-à-dire des mercenaires qui prennent le pouvoir? Ou est-ce que parfois ce n'est rien qui se déplace? Simplement le nom d'un peuple barbare. Parce que quand vous êtes dans le nord de la Gaule à la fin du Ve siècle, si vous prétendez romain, vous n'avez pas beaucoup de chance d'avoir le pouvoir. Si vous dites « je suis le roi des Francs et ceux qui me suivent sont des Francs », c'est un petit peu plus prestigieux. Et dans certains cas, on se demande si il y a guère que le roi qui serait le barbare, et tous ces hommes sont des Romains qui ont accepté de changer d'identité. Pensons à la décolonisation de l'Afrique noire, à la création d'identités ex nihilo. Les débats autour de l'ivoirité, un concept qui n'existait pas il y a 50 ans, bien d'une certaine façon, l'ostrogothicité ou la francitude, c'était peut-être un peu comme ça au Ve siècle, une création dans un monde romain qui se décompose pour des raisons politiques, budgétaires, économiques, militaires également. Et parce que ce monde se décompose, on a besoin de créer de l'identité à partir de pas grand-chose, ou du moins de pas grand-chose d'ethnique au sens moderne du terme. Avec du coup du flou dans les frontières. Du flou dans les frontières, du flou dans les identités, du flou dans les choix personnels. Est-ce que vous allez vous déclarer romain? Est-ce que vous allez vous déclarer barbare? Comment est-ce que vous allez vous habiller? On constate que tout le monde a un costume romain jusque vers 450. Soudainement, tout le monde s'habille en barbare. Ce ne sont pas forcément des barbares, c'est simplement des gens qui ont fait le choix. Comment vous allez vous appeler? On connaît une famille sénatoriale en Champagne qui s'appelle Lupus de père en fils. C'est des bons romains. Jusqu'au jour où il y en a un qui s'appelle Wulf. Ça veut dire loup également, mais en langue germanique. Cette fois-ci, il a fait le choix de prendre un nom barbare. Et la famille devient franque. Et également, à qui vous allez payer vos impôts? Rapidement, beaucoup de gens comprennent qu'être franc, c'est être aussi franc d'impôts fonciers. Et vous avez un choix foncier, fiscal et un choix de propriétaire qui est d'adopter l'identité barbare, alors que l'Empire ne protège plus les grands propriétaires. On voit d'ailleurs des Romains de vieille souche qui vont se mettre au service des rois dits barbares pour faire carrière. Quand il n'y a plus de possibilité d'accéder au consulat, comment vous pouvez faire pour rester noble à Rome? La seule noblesse qui existe à Rome, c'est d'être fils de consul ou descendant de consul. Bien dans ces cas-là, vous faites carrière comme vous pouvez. Soit vous rejoignez les rangs des évêques, ça c'est pas mal. On voit beaucoup de sénateurs gaulois, notamment espagnols également, qui vont devenir évêques, de père en fils, ça pose pas trop de problème, c'est une autre forme de noblesse. Ça c'est un peu passé de mode. C'est passé de mode, mais généralement on n'a plus d'enfants quand on est évêque. On a eu les enfants avant et puis on devient évêque dans son grand âge, ce qui n'empêche pas de garder un siège épiscopal pendant 2 siècles. On connaît une famille qui a réussi à produire des évêques de père en fils pendant 2 siècles. Mais en même temps, servir les rois barbares, c'est une autre forme de noblesse. Et beaucoup de vieux sénateurs vont se mettre à devenir le législateur du roi, le juriste du roi, le responsable des écritures, et puis rapidement le général du roi barbare. Au début du VIe siècle, on a des situations paradoxales, avec des rois que l'on appelle germaniques, dont les généraux sont romains.
Et donc les empereurs, très souvent, sont d'origine barbare, ce qui rend les choses beaucoup plus complexes. Il y a une infiltration plutôt qu'une invasion soudaine telle qu'on nous l'apprenait autrefois. Le problème, c'est que l'ethnicité, c'est souvent un faux problème. Regardez les derniers présidents de la Ve République. Regardez leur nom de famille. Est-ce que vous pensez que si dans 2000 ans, on se demande si M. Sarkozy était un Français, M. Hollande était-il un Français ? Pour nous, oui, ça ne pose aucun problème. Avec 2000 ans d'écart, en prenant simplement les sources onomastiques, c'est difficile de trancher. Pauvre savant futur. Pauvre savant futur, pauvre savant actuel. On souffre aussi, parce que Romulus Augustule, le dernier empereur romain, c'est quand même le fils du secrétaire personnel d'Attila. Alors, est-ce que Romulus Augustule est véritablement un Romain? Est-ce qu'il ne serait pas considéré comme un barbare? Il est né dans le monde de la frontière. C'est le fameux petit enfant qui, en 476, a été renversé par Odoacre. Romulus Augustule est déposé par un général qui est dit Hérule, barbare, mais qui est quand même là depuis 3 générations. Odoacre, c'est quelqu'un qui est sans doute beaucoup plus romain que l'empereur romain qu'il dépose. À tel point que la première chose que fait Odoacre, c'est de prévoir le versement d'une pension de retraite pour Romulus Augustule, en tant qu'empereur retraité. La deuxième chose que fait Odoacre, c'est restaurer les gradins du Colisée. Parce que quand on est un roi, il faut quand même s'occuper de sa cité. Oui, en somme, vous rejoignez la vieille formule familière aux historiens, c'est beaucoup plus compliqué que vous ne croyez. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est peut-être nous qui nous posons des questions compliquées. Parce que depuis 2 siècles, l'identité, elle a du sens en Europe, avec les problèmes d'ethnicité, avec les problèmes de nationalisme, alors que les contemporains ont une approche souvent beaucoup plus pragmatique de la situation. On suit le chef le plus fort. Il est intéressant de savoir ce que l'archéologie peut nous apprendre. Que trouve-t-on dans les tombes, par exemple? Dans les sociétés barbares, notamment chez les Francs, plus on est haut dans la société, plus on est haut dans la hiérarchie, plus on emporte de choses dans l'au-delà. Donc on emporte des armes, on emporte des armures, des casques, on emporte ses bijoux, on emporte son cheval parfois, on se fait enterrer avec son cheval. Des services à thé chez les dames? Alors, service à thé chez les dames, service à bière chez les hommes surtout, c'est ça qui compte. Donc on se fait enterrer avec tout ce qui sert à animer la vie sociale, donc de quoi nourrir, de quoi organiser les divertissements également. On se fait parfois enterrer avec ses jeux de société. Et on connaît un roi anglo-saxon du 7e siècle qui a été enterré avec une pièce de jeu dans sa main. Vraisemblablement, ça avait du sens pour eux de montrer que le roi était celui qui jouait et qui gagnait parfois. On a un très beau récit d'un roi des Visigoths qui perdait avec le sourire. Et on nous dit qu'il se moquait de ses courtisans qui n'étaient pas capables de faire la même chose. Le roi barbare n'était pas barbare au sens moderne du terme. C'était quelqu'un qui avait certes le pouvoir militaire, certes le pouvoir politique, mais aussi un pouvoir convivial. C'est celui qui est le père de ses guerriers et qui est capable d'animer toute une société, également en jouant de la musique. On a trouvé beaucoup d'instruments de musique dans les tombes de nos gros barbares poilus. C'est là qu'il est intéressant de voir comment le regard sur les barbares, comment a évolué le regard depuis le XVIe siècle. Donne la parole à Montaigne, si vous le voulez bien, Bruno Dumézil, un extrait de ce fameux texte sur les cannibales dans les essais. Il est lu ici par Philippe Ciboulet dans Les Chemins de la Connaissance de Françoise Estèbe sur France Culture le 3 juillet 2000. Il me semble fort proche de la nature originelle. Les lois naturelles les gouvernent encore, et ils sont encore peu abattus par les nôtres. C'est un état si pur qu'il m'arrive de regretter qu'il n'ait pas été connu plus tôt, du temps où il existait des hommes qui eussent su mieux les juger que nous. Il n'y a chez eux aucune espèce de commerce, aucune connaissance de l'écriture, aucune science des nombres, aucun nom de magistrat ni de pouvoir politique. Aucune forme de servitude, de richesse ou de pauvreté, aucun contrat, aucune succession, aucun partage, aucune occupation que de loisir, aucune autre considération de parenté que collective, aucun vêtement, aucune agriculture, aucun métal, aucun usage de vin ou de céréales. Les mots mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avidité, l'envie, la médisance, le pardon, sont inconnus. Texte célébrissime, Bruno Dumézil, et qui incarne assez bien un moment d'une sensibilité occidentale. Montaigne conclut cet essai en disant que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Chacun est le barbare de l'autre. Et en même temps, Montaigne construit une morale qui est très européano-centriste, c'est-à-dire qu'il a vu les horreurs des guerres de religion, et il considère que les autres, parce qu'ils sont autres, sont forcément meilleurs.
le primitif, le sauvage, le cannibale même, parce qu'il vit en dehors du monde européen et sans doute meilleur que l'européen. Il faut voir aussi que le XVIe siècle, c'est un moment très particulier. Charles Quint vient de prendre Rome, les armes à la main. Et c'est pas vraiment Charles Quint qui est rentré dans Rome, ce sont ces lansquenets protestants. Soudainement, l'histoire de Rome et de la chute de Rome résonne avec l'actualité. Et on voit, tant dans le milieu catholique que dans le milieu luthérien, tout le monde réfléchir à savoir qu'est-ce qui a provoqué la chute de Rome. Est-ce que c'est la religion catholique ? Est-ce que c'est la violence ? Est-ce que ce sont les barbares ? Évidemment, la contre-réforme catholique va dire c'est normal, ce sont des Germains, ils viennent du Nord, ils sont sauvages, les luthériens sont les descendants des Germains, et donc ils sont destructeurs par nature. Du côté des luthériens, on va dire la même chose, mais en retournant la perspective, en disant regardez, nous sommes les vrais descendants des Germains de l'Antiquité. Tacite disait que c'était des gens merveilleux, nous sommes des gens merveilleux, nous sommes les purs, c'est Rome qui est corrompue. Et c'est le début d'une histoire passionnante également, c'est l'histoire du regard évolutif que on a pu jeter de siècle en siècle, de décennie en décennie, sur cette grande question des barbares et de Rome, avec des moments où ce regard est très positif et d'autres au contraire très révulsif. Et des moments où il n'y a pas de regard, il y a des moments où ça n'intéresse pas la chute de l'Empire romain. Ce n'est qu'au moment où on s'inquiète sur le devenir de notre civilisation qu'on regarde la fin de Rome. Alors c'est peut-être de ce point de vue-là très anxiolytique, parce qu'il y a quand même 15 titres qui sont sortis en moins de 8 ans sur la chute de l'Empire romain. Là, en ce moment, on s'intéresse beaucoup à ces questions-là. 16e siècle, on se pose la question, 17e moins, 18e, alors là oui, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi l'Empire romain est tombé. C'est la grande somme de Gibbon dans le monde anglais, mais il faut voir aussi qu'en France, tout le monde se pose la question de savoir est-ce que les barbares sont entrés légalement ou illégalement dans l'Empire romain. On rattache la controverse à la question de l'organisation de la société aussi. Je pense à Boulainvilliers, légitimité ou non du poids de la noblesse dominant les autres classes. Effectivement, parce que si jamais les barbares sont arrivés en conquérant, ça vous donne une légitimité naturelle à la noblesse qui se prétend être l'héritière de la chefferie germanique. Des Francs. Et en disant, nous sommes les compagnons de Clovis, on a pris le pouvoir par droit de la guerre, c'est pour ça qu'on a nos privilèges. Inversement, la monarchie absolue aura tout intérêt à dire, non, les barbares sont entrés légalement avec des accords avec l'Empire romain, le roi des Francs est l'héritier légitime de l'empereur romain, il n'y a pas deux races en France, il n'y a qu'une seule race, les Français, dirigés par un roi absolu. Boulainvilliers réagit donc à l'idée d'un pouvoir absolu limitant l'influence et le pouvoir des nobles. Le comte de Boulainvilliers, effectivement, et au début du XVIIIe siècle, est très hostile à cet absolutisme et donc très favorable aux barbares. Inversement, vous allez avoir l'abbé Dubost, qui lui a été complètement oublié, qui fait une histoire fantastique des premiers temps barbares, en expliquant que, un peu comme moi, c'est plus compliqué que ça n'a l'air, et que globalement, le schéma des grandes invasions ne se justifie pas. Oublié en effet, puisque j'observe que la maison de Radio France où nous faisons cette émission est jouxtée par une rue de Boulainvilliers et qu'aucune ne porte le nom de votre abbé. Non, l'abbé Dubost a eu le malheur d'être abbé et partisan de l'absolutisme, donc il avait tort aux yeux des philosophes des Lumières. Et Montesquieu, dans l'Esprit des lois, a des pages terribles pour conspuer Dubost en disant qu'il a viscéralement tort. Et donc que, finalement, Boulainvilliers a raison, les grandes invasions ont eu lieu, mais Montesquieu dit, bien entendu, la noblesse n'en tire aucune légitimité. Et ce n'est curieusement que depuis 5 ans peut-être qu'on redécouvre l'abbé Dubost et qu'on se dit qu'il a beau être un peu curaillou et absolutiste, c'était sans doute le plus grand savant du XVIIIe siècle. Et on a eu tort de faire confiance à Montesquieu. Revenons à l'évolution qui marque le passage entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, avec l'arrivée des romantiques, et aussi le regard d'un personnage majeur, un historien majeur qui a beaucoup compté, qui est Augustin Thierry. Augustin Thierry, c'est le grand lecteur de Chateaubriand, c'est l'historien romantique, c'est surtout quelqu'un qui n'a pas eu de chance. S'il commence comme historien savant, érudit, il perd la vue, et il décide, comme il n'est plus capable de faire de la véritable recherche, de faire des récits des temps mérovingiens. Donc son secrétaire lui lit quelques sources, et avec sa voix prophétique, il transforme les sources en un récit flamboyant. Sur le plan littéraire, c'est brillantissime. Sur le plan historique, c'est un peu plus inquiétant, parce que sa grande thèse, c'est la thèse de Boulainvilliers retournée, en disant, il y a eu invasion, les nobles sont les descendants des envahisseurs, et donc la noblesse, à travers toute l'histoire de France, a été une force oppressive, parce que, fondamentalement, ce sont des Germains, barbares, sauvages et païens, alors que s'oppose à ces barbares le tiers-État, descendant des Gaulois, descendant des Gallo-Romains, un peuple laborieux, sage, industrieux, qui doit prendre le pouvoir.
Nos ancêtres, les Gaulois, vous feriez plaisir à l'un des anciens candidats à la primaire de droite. Quand on n'a pas les Francs comme ancêtres, il faut en trouver un autre. Et encore aujourd'hui, il y a un gros débat dans l'instruction publique pour savoir si on va parler de Vercingétorix ou de Clovis, ou des deux. On a besoin d'un fondateur. Les deux ont les bonnes qualités. Ils sont très loin dans le temps. On ne sait rien sur eux. Ils sont tous les deux suffisamment poilus pour être satisfaisants. Toujours le poil. Toujours le poil. Il faut un barbare aux origines. Mais l'un est peu suspect de cléricalisme, Vercingétorix, alors que Clovis, ma foi, problème. Il a été converti et baptisé. Va-t-on le garder? Il y a très longtemps que Vercingétorix est le héros disons en gros, de la gauche du parti du mouvement et que la tradition chrétienne assigne pour le début de la France la conversion de Clovis, qui d'ailleurs n'est pas extrêmement précise dans l'histoire. Non, les deux événements en fait sont assez imprécis. Sur Vercingétorix, on n'a que le témoignage de César. Sur Clovis, on a quelques lettres, quelques récits très imprécis. On n'a même pas la date. Mais est-ce que c'est vraiment important? Le barbare, on en a besoin pour justifier parce qu'on a un ancêtre. Pensons quand même encore aujourd'hui à ce besoin de barbares qu'on éprouve partout. Eh bien, ces barbares, au XIXe siècle en France, on en voit partout. À tel point que certains graveurs ne vont pas refaire leur image pour faire un Clovis ou un Vercingétorix, vont reprendre la même représentation de chef, un peu anhistorique, et changeront simplement le nom. Pour les gens de gauche, ça sera Vercingétorix, pour les gens de droite, ça sera Clovis. Vous évoquiez Chateaubriand il y a un instant. Les Martyrs, roman fameux de Chateaubriand, ont compté dans cette histoire du regard de l'Occident sur les barbares. Je vous propose un texte lu par l'admirable Jean Topard dans la tribune de l'histoire de Jean-François Cap le 28 juillet 1971. Il s'agit d'un héros qui se promène dans l'Antiquité et qui observe par conséquent la spécificité de l'armée des barbares. Paré de la dépouille des ours, des veaux marins, des urocs et des sangliers, les Francs se montraient de loin comme un troupeau de bêtes féroces. Une tunique courte et serrée laissait voir toute la hauteur de leur taille et ne leur cachait pas le genou. Les yeux de ces barbares ont la couleur d'une mer orageuse. Leur chevelure blonde ramenée en avant sur leur poitrine et teinte d'une liqueur rouge est semblable à du sang et à du feu. La plupart ne laissent croître leur barbe qu'au-dessus de la bouche, afin de donner à leurs lèvres plus de ressemblance avec le mufle des dogues et des loups. Tous ont à la ceinture la redoutable Francisque, espèce de hache à deux tranchants dont le manche est recouvert d'un dur acier, arme funeste que le Franc jette en poussant un cri de mort et qui manque rarement de frapper le but qu'un œil intrépide a marqué. Ces barbares, fidèles aux usages des anciens Germains, s'étaient formés en coins, leur ordre accoutumé de bataille. Le formidable triangle, où l'on ne distinguait qu'une forêt de framés, des peaux de bêtes et des corps de minus, s'avançait avec impétuosité mais d'un mouvement égal pour percer la ligne romaine. À la pointe de ce triangle étaient placés des braves, qui conservaient une barbe longue et hérissée et qui portaient au bras un anneau de fer. Ils avaient juré de ne quitter ces marques de servitude qu'après avoir sacrifié un Romain. Les cavaliers francs, en face de la cavalerie romaine, couvraient les deux côtés de leur infanterie. À leurs casques en forme de gueules ouvertes, ombragés de deux ailes de vautour, à leurs corselets de fer, à leurs boucliers blancs, on les eût pris pour des fantômes ou pour des figures bizarres que l'on aperçoit au milieu des nuages pendant une tempête. C'est encore mieux, Bruno Dumézil, que ces tableaux académiques qui ont fleuri à la fin du XIXe siècle et qui aiment à reproduire ce type de scène. C'est aussi bien, disons. À partir de 1870, les barbares deviennent un des sujets majeurs de la peinture académique. Peinture académique sous commande d'État, soulignons-le. On vient de perdre la guerre contre les Prussiens, il s'agit de bien montrer que les barbares sont dans l'autre camp et qu'il va falloir les repousser à la prochaine guerre pour éviter que, à nouveau, les hordes de Germains sauvages ne détruisent le monde civilisé. Effectivement, dans les années 1880-90, le salon est encombré de ces figures de barbares empruntées à Chateaubriand, à Augustin Thierry, et plus ou moins fantasmées, il faut bien l'avouer. Framé, Francisque, quels sont ces objets? Les mots que l'on trouve dans les textes latins ne sont pas extrêmement précis. La framée, c'est sans doute une épée, le plus souvent, mais de temps en temps, c'est une hache. Quant à la Francisque, ça se dit bipénis,
Comme il y avait bi, on s'est dit longtemps qu'il y avait deux tranchants. Et en fait, non. Archéologiquement, la hache des Francs n'a qu'un seul tranchant, mais elle a une double courbure. C'est une hache de G. Et donc, nos rêves de hache à double tranchant, de Vichy, de cette francisque que l'on trouve encore parfois représentée dans le courant nationaliste, c'est un objet qui n'a aucune réalité. Parce que essayer de manipuler une hache à double tranchant, vous vous faites plus mal que vous ne faites pas à l'adversaire. C'est pas possible. À propos des Mérovingiens, je voudrais signaler qu'il y a actuellement au musée de Cluny, au musée du Moyen-Âge, une très belle exposition sur les Mérovingiens. Je pense que vous l'avez visité, Bruno Dumézil. Oui, j'ai même participé, parce qu'on n'est pas très nombreux quand même à travailler sur le Mérovingien, il faut bien l'avouer. C'est une très belle exposition qui permet de réévaluer cette civilisation, en montrant que elle n'est ni totalement romaine, ni totalement médiévale. C'est un monde particulier, mais très long. Ça dure quand même 3 siècles de notre histoire, et avec des contacts lointains, un monde qui fonctionne bien. C'est pas que des rois fainéants et des reines violentes. Vous avez d'ailleurs fait également, Bruno Dumézil, la biographie de la noble Brunehaut, que dans nos manuels on opposait toujours à l'ignoble Frédégonde. Alors je ne sais pas si l'une était plus ignoble que l'autre. En tout cas, ces deux femmes de pouvoir, c'est extraordinaire. À la fin du VIe siècle, les Mérovingiennes ont du pouvoir. Il y a des reines qui ont véritablement une autorité considérable. Il y a un moment heureux pour l'histoire des femmes, ou malheureux si on considère que Bruno va finir exécuté. Mais en tout cas, il y a une ouverture qui fait que pendant quelques dizaines d'années, on va voir partout à travers l'Europe des femmes de pouvoir. Ce qui explique qu'encore aujourd'hui, on en reparle. Et j'ai parfois été convoqué par des entreprises, des cercles de femmes en entreprise, qui ont voulu que je leur parle de Brunehaut comme modèle de management moderne. À la bonne heure, voilà un rapport au passé qui n'était pas tout à fait prévisible. Je voudrais que nous terminions cette conversation en évoquant le barbare au XXe siècle, je veux dire, dans la culture de masse, où on voit sa figure surgir au cinéma et dans les romans populaires. Je pense notamment à ce livre qui a eu tant de succès, qui s'appelle Conan le barbare, de Robert Howard. Vous y consacrez dans votre dictionnaire sur les barbares une notice très intéressante. Le Conan le barbare, qui apparaît autour de 1930 aux États-Unis, c'est un croisement entre la peur de la décadence de l'homme occidental, la culture de la virilité qui renaît dans l'entourage de Roosevelt, et puis un monde du western, de la frontière, où les civilisations se rencontrent. C'est pas un très grand succès littéraire. Il se vend mal parce que Conan apparaît sur la couverture comme habillé. Puis on voit dans les années 50 Conan petit à petit qui perd sa toge. Puis dans les années 70 qui est vêtu d'une culotte de peau. Et puis dans les années 80, c'est Arnold Schwarzenegger qui incarne Conan le barbare au cinéma. Bodybuildé, comme on dit là-bas. Et qui devient le modèle du self-made man américain. Le barbare venu de l'extérieur, bien blanc quand même, n'exagérons pas, hein, mais un barbare peut, en arrivant aux États-Unis, sauver la civilisation occidentale parce qu'il apporte avec lui ses valeurs, sa force, sa pureté, et en même temps, il intègre un monde qui est un monde cultivé. Quelle revanche. Quelle revanche. Mais c'est en même temps ce que disait déjà Tacite. Il faut faire appel aux Germains pour sauver la civilisation occidentale. On a une constante à travers près de 20 siècles qui montre que le barbare est à la fois le destructeur et le sauveur de la civilisation, mais on ne lui a jamais demandé ce qu'il pensait lui-même. Il ne laissera jamais aucun écrit. Il y a aussi Le Seigneur des Anneaux et puis Game of Thrones. Le Seigneur des Anneaux se fonde sur une réalité archéologique. On a trouvé dans les tombes des barbares 2 anneaux entrelacés qui montrent le lien entre le chef et son guerrier. Donc ça existait, les rois étaient donneurs d'anneaux et exceptionnellement on les appelle même Seigneur des Anneaux. C'est pas une surprise, celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, c'est le plus grand médiéviste anglais des années 30. C'est un universitaire, quelqu'un de bien donc forcément, quelqu'un qui a reconstruit un univers barbare plus beau qu'il n'a jamais été en le colorant de sa propre sensibilité, c'est-à-dire l'humanisme chrétien. Si on regarde l'heroic fantasy actuelle, heroic fantasy représenté essentiellement par des séries, Vikings, mais aussi Game of Thrones, les grandes séries qui occupent le petit écran, eh bien, il faut bien voir que ici, c'est le post-colonialisme qui a envahi la barbarie. Désormais, il n'y a plus de bons et de méchants, il n'y a plus véritablement de civilisés et de barbares. Tout le monde est placé au même niveau. Et il est tout à fait remarquable de noter qu'en 2013, lorsqu'on a tourné un remake de Conan le barbare, ce n'est plus le grand blond autrichien Schwarzenegger qui a été choisi comme héros, mais c'est un personnage venu du monde mélanésien, celui qui incarne d'ailleurs le barbare dans la série Game of Thrones. Merci beaucoup, merci Bruno Dumézil. Je voudrais redire le titre de votre livre collectif que vous avez organisé, qui s'appelle Les Barbares, qui vient de paraître aux presses universitaires de France en 2016. Ça a dû être un travail considérable d'avoir à réunir tous ces auteurs.
Oui, mais j'avais un comité scientifique particulièrement efficace et valeureux. Je n'étais pas tout seul, heureusement. Et puis il y a un petit livre que j'aime beaucoup, dans la fameuse collection du Seuil, Les barbares expliqués à votre fils. Il est très fin dans ses questions et dans ses interrogations quand vous lui expliquez ce que furent les barbares, comme vous venez de le faire pendant 1 heure au profit de nos auditeurs. Oui, mais vous connaissez la tradition du dialogue platonicien. L'interlocuteur n'a pas forcément besoin d'être réel, présent, intelligent. La collection Expliquée à mon fils fonctionne sur le mode du dialogue.